Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Impact, l'émission qui met en valeur, met en lumière les familles entrepreneuriales pour comprendre leur succès à travers les générations et explorer au prisme de 3 cercles leur réussite et leur gouvernance. Le cercle de l'entreprise, le cercle de la famille et le cercle des actionnaires familiaux. Elles nous partagent leurs réussites, leurs doutes, mais aussi leurs enjeux de transition, de transmission et en quoi l'urgence environnementale est une formidable opportunité de continuer l'aventure en famille avec la nouvelle génération à bord. Je suis Julien Lesque, j'accompagne depuis plus de 15 ans des familles entrepreneuriales sur leurs enjeux de gouvernance actionnariale et familiale et je suis par ailleurs le cofondateur de Kimpa, le spécialiste des investissements à impact social et environnemental pour investisseurs privés et professionnels. Je reçois aujourd'hui Caroline Schild du groupe Picoty. Bonjour Caroline. Bonjour Julien. Caroline, je suis ravi de te rencontrer, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais de te recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses nous parler de l'entreprise familiale dont tu es actionnaire, mais également une des représentantes de l'organisation comme responsable de la RSE, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Je suis devenue il y a 2 ans directrice de la transition et du développement durable chez Picoty. Je suis rentrée dans l'entreprise familiale il y a 2 ans. Donc une entreprise qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, qui a été imaginée, construite par mon arrière-grand-père, André Picoty. Et du coup, c'était chouette parce que les 100 ans nous ont permis de nous reconcentrer sur l'histoire, les fondamentaux, pour voir comment on allait écrire les 100 prochaines années. Donc c'est un moment assez fondateur. Donc moi, je suis rentrée avec des ambitions effectivement de transformation dans l'entreprise dont je suis actionnaire. Et auparavant, j'étais 5 ans au conseil de surveillance de Picoty. J'ai démissionné quand je suis arrivée en poste. C'était possible en fonction des statuts, mais j'ai préféré pas avoir de conflit d'intérêts, sachant que la transition énergétique, c'est quand même le gros enjeu. Je voulais pas être jugée partie. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'abord ce que fait le groupe et puis ensuite, j'aimerais bien qu'on parcourt un peu son histoire, parce que presque 100 ans, ça peut nous prendre potentiellement tout l'épisode, mais Ouais. en gros, les grands faits marquants des différentes générations, parce que donc, aujourd'hui, tu représentes la génération 4 de la famille. Je suis même l'aînée de la génération 4, avec mes 46 ans, et la dernière de la génération 4 à 30 ans aujourd'hui. Sur la transition de la famille, en fait, on a imaginé ça il y a 3 ans. On a été accompagné par un tiers et on a bossé les valeurs, le projet de la famille pour l'entreprise et on a réaligné un petit peu les envies de tous les actionnaires. Donc moi, quand je suis arrivée en tant qu'actionnaire dans l'entreprise, je me suis dit, bon, une entreprise qui pollue quand même concrètement. Tu peux nous redire ce que fait oui, le groupe? pardon, excuse-moi. Excuse-moi, mais c'est vrai que tout le monde nous connaît Effectivement, pas forcément. non, personne ne nous connaît d'ailleurs. Et c'est pas forcément le but. On nous connaît plutôt sous le nom des stations-service qui sont en bord de route Avia. Excuse-moi, Julien. Et là, tout le monde vous connaît pour le coup, voilà, effectivement. exactement. Les stations-service Avia. Tout le monde s'est arrêté au moins une fois chez Avia. L'idée, c'est que les gens ne s'arrêtent plus par hasard chez Avia. Donc, c'est effectivement deux entreprises familiales qui sont à la tête de l'enseigne Avia en France. Excuse-moi, je t'explique un petit peu le contexte. Il y a 800 stations-service Avia en France, 300 opérées par le groupe Picoty, entreprise familiale. C'est ce modèle partout en Europe. La marque Avia est une marque suisse avec 15 pays membres et environ 90 adhérents, entreprises comme Picoty et Thévenin Ducrot pour l'Est de la France. On ne fait pas que distribuer des carburants sur les routes, on fait aussi du négoce. On livre du fuel aux particuliers, pros, entreprises ou agriculteurs sur les territoires. Picoty a son siège qui est implanté sur la Creuse, donc à la souterraine en Creuse, avec, on a souvent l'habitude de dire le poumon, le cœur à la souterraine et le poumon à La Rochelle, avec une grosse base de stockage, puisqu'on est importateur, stockeur et distributeur d'énergie, donc de toute énergie. On a commencé notre diversification depuis 2014 à peu près. Voilà. Donc voilà ce que fait le groupe Picoty. Pardon. Génial.
Toi, tu arrives dans quel contexte dans le groupe? Parce que tu as une carrière avant. Ouais. Qu'est-ce qui te fait basculer et te dire c'est le moment de rejoindre l'aventure familiale? Ce qui est drôle, c'est que j'ai bossé 12 ans dans le solaire avant d'arriver chez Picoty, bras armé, dans le bras armé du groupe EDF. Donc j'ai fait mes classes dans des grandes boutiques et pour revenir à l'entreprise familiale, alors que je m'étais bien juré de ne pas y rentrer. Donc c'est la preuve que voilà, possible de changer d'avis pour mener effectivement une transition. Et je suis arrivée dans l'entreprise pour essayer de faire shifter le modèle justement, avec des convictions écologiques fortes d'une part. Donc en conseil de surveillance, je voyais bien le mur arriver et je trouve que personne n'en parlait. Et on a commencé à en parler un peu plus en coulisses et je me suis dit, il faut vraiment se saisir du sujet, dédier du temps, se concentrer, réfléchir sur le temps long. Donc c'est l'objet de mon arrivée chez Picoty. Et donc voilà, du solaire, je suis retournée aux fossiles, mais pour les faire shifter sur les énergies renouvelables, les alternatives bas carbone en tout cas. Quand tu dis je m'étais juré de ne pas y aller, qu'est-ce qui fait que ça se transforme et que finalement, je ne sais pas si ça a été plus fort que toi, mais finalement tu y vas. C'est quoi cette relation que tu as avec cette entreprise? Ouais, c'est effectivement plus fort que moi. Ce qui s'est passé, ce qui fait que je me suis jurée de ne pas rentrer, c'est, je me suis dit, le choc culturel est pas tenable en fait. C'est-à-dire que la façon dont la boîte est pilotée ou était pilotée jusque-là, notamment par mes oncles qui sont aujourd'hui au pouvoir, je me disais, ça va pas être possible de composer, on va pas s'entendre, on va pas se comprendre. Ça va trop tirailler. Et puis, à force de travailler en coulisses avec eux, de gagner en respect mutuel les uns envers les autres, c'est-à-dire de plus être considérée comme la petite nièce, comme une enfant et comme ayant effectivement des compétences professionnelles qu'on pourrait éventuellement mettre au service de l'entreprise. Et eux, plus comme les hommes de la famille à détenir tout le pouvoir, le savoir, effectivement à être très respectueuse du travail, de la persévérance, de toutes ces années, de ce qu'ils ont bâti socialement avec les collaborateurs de l'entreprise, voilà, de ce qui existe. Voilà, je suis très admirative de ce qui a été euh, conçu, voilà, et d'où on en est aujourd'hui. Voilà, l'ambivalence aujourd'hui, c'est d'arriver en tant que jeune génération. Alors, je suis la dernière à être rentrée dans le groupe. On est 5 cousins dans l'entreprise familiale, la génération 4. Et je suis la dernière en date à être rentrée. L'idée, c'est de ne pas être perçue non plus comme les jeunes fougueux qui ont envie de tout changer, de casser le jouet des anciens. Et puis, et idéalement, voilà, de pas cracher dans la soupe, parce que c'est pas le but. L'idée, c'est bien effectivement de faire un programme de transition qui soit dans la continuité des valeurs qui font ce qu'on est, et à la fois d'opérer le changement que la société avec un grand S nécessite, en fait. Donc, consciente du fait qu'il faut qu'on se désengage des fossiles progressivement. Donc, c'est compliqué d'apprendre à plus vivre de ce qui nous a toujours fait vivre, voilà. D'expliquer aux collaborateurs qui vont changer de métier, qu'on va probablement changer de modèle économique, fort à parier, voilà. Il faut qu'on accompagne le monde vers des alternatives bas carbone et puis vers plus de sobriété, c'est peut-être le plus dur. C'est quoi les grands axes, les grands projets que tu mènes finalement pour, je ne sais pas si c'est diversifier, transformer, transitionner le business actuel? Alors, en ce moment, on fait beaucoup de changements dans l'organisation de l'entreprise pour mettre des experts aux bons endroits et dédier du temps à cette transition énergétique. Sur des sujets, on va dire, j'ai mis en place une politique de développement durable l'année dernière. Et l'idée, c'est de décliner cette politique dans tous les services, dans toutes les filiales du groupe. Donc, je bats la campagne pour expliquer pourquoi et comment. Et ça passe à travers effectivement le pilier social, environnemental, économique et sociétal, parce que notre connexion au territoire est très forte et il faut qu'on la maintienne. C'est une de nos forces. Donc l'idée, c'est de pousser les curseurs un peu sur tous ces piliers, de regarder beaucoup plus les critères environnementaux,
qu'on ne le faisait jusque-là. Donc, mesurer ce qui compte vraiment, notamment notre bilan carbone, voilà, donc piloter la décarbonation du groupe Picoty. Donc, c'est 99,9% de notre bilan carbone, c'est le scope 3. Donc, en fait, c'est l'utilisation qui est faite des produits qu'on vend, en gros la combustion, donc les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion de l'énergie. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on pilote, et pour ça on a compris, avec mon frère, on a participé à la Convention des entreprises pour le climat, qui a apporté beaucoup de rythme et de méthode dans ma prise de fonction et dans l'ambition de redirection écologique de la boîte, pour effectivement amener à... Finalement, on a écrit notre raison d'être pour apporter ensemble des solutions alternatives bas carbone, essentielles au territoire, et avec l'ambition d'un groupe indépendant et familial. Et ce qu'on a rajouté, c'est pour un avenir soutenable, parce qu'on a pris véritablement conscience, je pense, ces 2-3 dernières années, des limites planétaires. Et voilà, donc c'est comment on pilote ça. Et ce que je voudrais juste rajouter, c'est qu'en termes de transition énergétique, ce qui est super important, c'est qu'on a compris qu'on ne réussirait pas notre transition si on ne réussissait pas la transition énergétique de nos clients. Donc en fait, on doit devenir un véritable partenaire de transition énergétique de nos clients, transporteurs, agriculteurs, entreprises, process industriels, particuliers. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est un peu perdu de « Ok, il faut arrêter les fossiles, mais on va sur quoi ?» L'idée, c'est d'arriver à les conseiller, à les guider. Donc, c'est ça les enjeux. C'est là-dessus que je bosse au quotidien chez Picoty, et avec la nouvelle génération, sous l'œil avisé de l'ancienne génération. C'est vrai que, bon, nous, avec notre voiture, on s'arrête à la station essence. Donc, ça ressemble à quoi une station essence dans 20 ans, dans 30 ans c'est toujours des stations où on va chercher de l'énergie, ou ce sont des modèles qui disparaissent, ce sont des modèles qui se transforment, qui font d'autres choses? Alors, je crois que, en tout cas, ce qu'on imagine, c'est toujours une station où on va chercher de l'énergie, mais pas que. Et quand on dit de l'énergie, ben, c'est plein d'énergies différentes, puisqu'il y a des gens qui vont passer au gaz, biogaz, d'autres qui vont passer à l'électrique, au biocarburant en transition. Donc, ça va être des stations multi-énergie et multi-services. Donc, l'ambition est grande. On imagine créer une forme de tiers-lieu dans lequel on trouverait des produits de première nécessité, comme l'énergie, mais pas que, du quotidien, pour voilà, qu'on ait besoin de passer dans cette station. Aujourd'hui déjà, c'est pas la valeur ajoutée que l'on crée avec la distribution de carburant et pas la valeur essentielle sur les stations-service. Donc voilà, on essaye de repenser le modèle des stations-service de demain. Et l'énergie, on ne va plus la trouver que en station-service, donc on est obligé de sortir du réseau. Par exemple, sortir de ce modèle. exactement. La mobilité électrique, typiquement, très peu de recharges électriques vont se faire sur le réseau historique de stations-service. Ça va se faire essentiellement à domicile et en entreprise. Donc, on vise par exemple à aller chercher les flottes captives dans les entreprises, équiper les entreprises de bornes de recharge qui, effectivement, eux, ont pour ambition et obligation de décarboner leur flotte. Véhicules légers et mobilité lourde aussi. Donc, Génial. Est-ce qu'on peut parler maintenant, évoquer l'organisation de cette famille entrepreneuriale? Vous fonctionnez comment? Tu as parlé d'un conseil de surveillance, j'imagine qu'il y a un directoire. Est-ce que vous avez un conseil de famille? Comment vous adressez finalement ces 3 cercles qui cohabitent et qui peuvent avoir des objectifs différents? Alors, on a travaillé il y a 3 ans à essayer de... On s'est rendu compte que les 3 cercles étaient vraiment confondus aujourd'hui, et puis dirigés au moins officieusement par la même personne, le patriarche de la famille. Et donc, on a essayé de désolidariser ces cercles en leur offrant une gouvernance indépendante, avec chacune ses ambitions, ses missions. Donc, il y a 3 ans, on a créé un conseil de famille, notamment pour... où on a écrit donc les valeurs de la famille, la mission, la vision également de la famille. Donc, c'est oser ensemble un impact positif et transmettre la passion d'entreprendre. Donc, c'est pas viser exclusivement Picoty, enfin, je veux dire entreprise Picoty SAS, mais c'est vraiment globalement l'état d'esprit dans lequel on veut être entrepreneur, côté famille. Donc, on a créé une association, loi 1901, et j'ai présidé ce conseil de famille pendant 3 ans.
C'est aujourd'hui ma cousine Nathalie qui préside ce conseil de famille avec une mission d'informer les actionnaires et les familiaux, donc d'intégrer aussi les valeurs ajoutées, comme on les appelle, hein, les conjoints, de favoriser cette unité familiale, cultiver, fédérer, donc informer, former à leur rôle d'actionnaire demain. Il y a déjà plus d'une vingtaine de membres dans la génération 5. Je vous dis que j'étais l'aînée de la génération 5, ma mère est l'aînée de la génération 4, pardon. Ma mère elle est l'aînée de la génération 3 et ma fille est l'aînée de la génération 5, donc c'est marrant. Et donc ils sont déjà à 20 en génération 5, donc l'idée c'est de leur apprendre comment fonctionne l'entreprise, pourquoi elle est là, c'est quoi sa mission. Donc ça, et puis c'est aussi un peu le comité des fêtes, le lien familial. Voilà, qu'on a essayé d'organiser au sein du conseil de famille. Donc cette association, il y a un bureau de 8 personnes aujourd'hui, très investies, engagées dans l'unité familiale. Et puis, sinon, l'entreprise, il y a une gouvernance duale. Donc c'est un directoire pour le cercle entreprise et c'est un conseil de surveillance pour représenter le cercle des actionnaires, dans lequel on a pour ambition de faire entrer plus d'indépendants. On a aujourd'hui un administrateur indépendant qui nous apporte beaucoup. L'idée, c'est de professionnaliser ce conseil de surveillance, de le rendre plus indépendant, et un peu à la façon d'un advisory board qui pourrait effectivement nous conseiller et juger de l'ambition de nos plans de transformation voilà, à l'avenir. Ça représente combien d'actionnaires familiaux, cette famille? Alors, mon grand-père, mon arrière-grand-père a eu 3 enfants, donc qui sont les 3 branches, on va dire, initiales de la famille. Aujourd'hui, il y a 50 membres de la famille, en comptant les valeurs ajoutées et jusqu'au dernier né de la génération 51 même précisément, je crois. Donc ça fait du monde, et dans l'actionnariat, divisé en 7 holdings capitalistiques de détention au sein du groupe, on est donc 7 holdings, 7 branches familiales qui ont suivi aux 3 branches initiales. Ça fait 20 actionnaires au pouvoir. Au pouvoir, ok, je comprends. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur l'histoire et les phases de transition? Parce que quasiment 100 ans, je suis assez curieux de savoir c'est quoi l'énergie au départ, et puis c'est quoi aussi l'énergie ensuite quand toi tu es petite, et que peut-être à la maison tu entends parler, ou tu vis l'entreprise familiale peut-être différemment. Et si tu peux déjà nous relater un petit peu l'historique de la genèse sur les 3-4 premières générations. Mon arrière-grand-père a donc créé les établissements Picoty en 1922. À la base, le projet, c'était des entreprises de matériaux de construction, et au sein d'une activité très locale, territoriale, en Creuse et dans le Limousin, avec pour ambition de servir le territoire de matériaux. Notamment, on vendait du bois de chauffage, des matériaux de construction, on vendait des pommes de terre. Voilà, donc ça c'est l'histoire, le début des établissements Picoty. On a ensuite racheté une affaire qui vendait des carburants, donc une entreprise locale qui était en difficulté. On a beaucoup grossi comme ça avec des liens territoriaux et sociaux très, très marqués. Et donc il y a plein d'affaires économiques qui ont commencé par des affaires d'hommes et de liens et de rencontres. Et donc, mon arrière-grand-père a eu l'idée d'accompagner la mécanisation, notamment du monde agricole, avec cette entreprise, en investissant dans les premiers camions-citernes pour livrer les agriculteurs, et puis 2, 3, 10, une première station, et puis voilà, l'histoire est partie comme ça. Avec, il y a plusieurs grands moments dans l'histoire de Picoty, notamment avec des rachats en masse de stations à d'autres enseignes, aux mastodontes de l'énergie en France et dans le monde. Notamment, il y avait pas mal de monopoles à l'époque, et ils ont eu l'obligation de revendre, notamment les réseaux Esso, Shell, à qui on a racheté pas mal de stations. Donc c'est comme ça qu'on a grandi, avec une vision très précise d'acteur territorial, avec quasiment une mission de service public,
de distribution de l'énergie, donc un bien de première nécessité, hein. Je veux dire, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de cracher dans la soupe parce que tout le progrès, enfin, toute cette mécanisation, toute cette intelligence aujourd'hui a été possible grâce aux fossiles. Mais quand on s'intéresse un peu à la question de l'environnement, on voit bien que c'est plus possible. Donc voilà, l'idée c'est de piloter ce désengagement des fossiles maintenant. Mais voilà d'où on vient et voilà le shift qu'il faut réussir dans les années à venir. Comment se sont passées les phases de transition dans la direction de l'entreprise? Ça se passe comment chez vous? Il y en a un qui est choisi au hasard, on lui tape dans l'épaule ou c'est le premier qui est arrivé? Comment ça s'est passé? Et ben ça s'est passé assez spontanément, assez des hommes de la famille ont été choisis, voilà, parce que pas forcément aînés de la famille d'ailleurs, mais en tout cas estimés comme dignes représentants et capables de mener l'entreprise, mais plutôt avec une tape dans le dos, effectivement, comme tu le dis, en disant bah, vas-y, débrouille-toi avec le truc, ça fait quelques années que tu es là, tu comprends comment ça marche, à toi de jouer. Donc sans véritable préparation de la transmission, pas forcément réfléchi certainement, mais par une personne. En tout cas, c'était pas préparé collégialement. Il n'y a pas vraiment eu de passation. C'était plutôt vécu comme des traumatismes à chaque fois quand on en parle aux anciens. Humainement, personnellement, en tout cas, en termes de responsabilité, de charge mentale, voilà. L'idée, c'est de préparer la suivante, donc préparer la transition générationnelle, parce que je vous ai parlé beaucoup de transition énergétique, mais vraiment un phénomène important chez Picoty, c'est qu'on a à faire face aux deux en même temps. La transition générationnelle, puisque nos oncles au pouvoir aujourd'hui ont tous les deux 65 ans, pardon, et que voilà, il faut réfléchir à la suite et sans pour autant précipiter leur sortie, mais la préparer. Et donc bien répartir les rôles, qui fait quoi, avec quelle ambition, avec quelle valeur, avec quelle garantie du système précédent. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui se prépare effectivement. C'est hyper important de se faire accompagner par un tiers, je trouve. En tout cas, c'est ce qu'on expérimente aujourd'hui. Ça nous fait beaucoup de bien d'avoir l'œil de tiers dans cette passe compliquée. Voilà, donc cette transmission générationnelle, elle est très regardée par les collaborateurs, effectivement aussi, parce que ils sont, on a des collaborateurs super engagés qui sont vraiment avec une Picoty, j'ai envie de dire, très, très, avec une adhésion très forte au projet d'entreprise tel qu'il avait été écrit à l'époque, une loyauté personnelle aux dirigeants actuels. Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Il faut arriver à donner suffisamment de confiance dans la génération montante. Voilà, et mon frère qui est dans l'entreprise depuis 18 ans maintenant, va prendre la suite, donc l'année prochaine, la direction générale de l'entreprise. L'idée, voilà, c'est de l'accompagner dans ce mouvement. Et donc lui aujourd'hui est au directoire, hein, c'est ça? Exactement. Et donc c'est Il est futur membre directeur du directoire depuis très longtemps déjà. Donc pas que observateur, hein, il est déjà au pouvoir depuis longtemps, mais l'idée c'est effectivement de resserrer le directoire. On a un directoire qui est composé de 4 personnes aujourd'hui, donc 2 oncles de 65 ans, un troisième membre du directoire qui a le même âge et qui était extérieur à la famille en tant que secrétaire général, qui a eu un peu la fonction, on va dire, de médiateur dans la gouvernance, et mon frère qui apprend à leur côté depuis 18 ans. Donc, l'idée, c'est de faire shifter vers la jeune génération, d'aider donc le binôme de mon oncle Michel avec Mathias à se trouver, et effectivement à faire monter la ligne managériale en dessous, parce qu'aujourd'hui on avait un directoire quand même très présent, omniprésent, omnipotent. Voilà, l'idée c'est de faire redescendre un peu de pouvoir sur la ligne managériale en dessous, et donc il faut qu'on fasse monter la ligne managériale, leur expliquer ce qu'on attend d'eux, voilà,
et voilà, je fais partie de cette équipe pour essayer de préparer au mieux cette transition. Là, tu nous disais, il y a 5 familiaux qui sont Ouais. dans la famille. Ils ont quel rôle, les 3 autres? Du coup, tu as décrit Michel et ton frère Mathias, c'est ça, qui Ouais. sont à la direction de cette entreprise Et aujourd'hui. Christian, aujourd'hui, Et donc Christian. qui va quitter, Alors, Christian, donc, qui part à la retraite. qui va partir à la retraite, très bien. Et ensuite, il y a 2 autres personnes. Il y a 3 autres personnes, 3 autres 3 personnes. cousins. 3 cousins qui sont respectivement à la mobilité électrique, enfin quand même des sujets en jeu, la diversification des filiales et également la trésorerie, donc dans la finance. Donc c'est une next-gen composée donc de 5 cousins de la génération 4. Et on se réunit régulièrement en forme un peu de shadow comex, ou en tout cas pour s'aligner sur ce qu'on veut pour l'entreprise de demain, pour faire monter les 3 cousins dont je vous parle, et ils ont plutôt 30-35 ans. Et mon frère et moi, on a 1 an d'écart, donc 45-46. Okay. Voilà, l'idée, c'est de les faire monter, de créer un pool d'alliés voilà, pour qu'ils soient le trait d'union entre la G3 et la G5 comme nous, et puis qui soit porte-parole des autres actionnaires au sein de l'entreprise, qui nous aident à ce projet. Bon, la génération qui est là et celle qui arrive derrière, tu nous l'as dit, elle est finalement maintenant, elle va être de plus en plus nombreuse. Comment on fait pour rentrer dans l'entreprise familiale? Il suffit de taper à la porte et dire j'ai envie de venir, ou vous avez travaillé au niveau du conseil de famille peut-être une charte ou ce genre de document qui permet de poser quelques règles de bienséance entre les membres de la famille pour pouvoir vous organiser? Alors, on était très bien conseillés sur le sujet, Julien. On a écrit une charte familiale. On a mis 2 ans quand même à... Alors, au début, c'est venu très vite. Cette charte familiale, en fait, on a remis au centre les valeurs, le projet de famille pour l'entreprise, mais pas que, ce qui nous unissait, notre vision. Donc ça, c'est les fondamentaux qu'on a capitalisés dans la charte familiale. Et puis ensuite, on a essayé de rédiger des règles d'entrée-sortie dans l'entreprise familiale, de besoin de compétences, d'exemplarité. Voilà, on a écrit des choses. Voilà, jusque-là, c'était officieux, c'est devenu officiel. Donc on a écrit ce qui était... Voilà, ce qui aujourd'hui n'était pas forcément exprimé. Donc c'est une sorte de cadre qui donne quelques règles. Exactement. Tu peux nous en citer 2 ou 3 notamment cette next-gen, là, au sein de laquelle se passe un petit peu cette transition. Le conseil de famille et les règles de fonctionnement du conseil de famille. Et puis, sur le fait que la jeune génération doit s'intéresser à l'entreprise, doit se former pour être demain de bons actionnaires, et idéalement rentrer dans l'entreprise familiale. Alors, on a vocation, on a envie de garder un capital 100% familial. J'espère qu'on pourra se le permettre. L'idée, c'est d'écrire les règles qui font que c'est possible. Et si c'est pas possible, quelles sont les règles pour effectivement faire entrer soit dans la gouvernance des extérieurs. Voilà, c'est un peu le projet de la famille pour l'entreprise. Donc j'imagine il y a des règles comme pour entrer dans l'entreprise, est-ce qu'il faut avoir travaillé à l'extérieur avant? Si oui, combien de temps en fonction des postes? Exactement. C'est ce genre de règles-là? Exactement. C'est des choses comme ça qu'on a écrites. Être accompagné aussi par un parrain tuteur quand on rentre dans l'entreprise, mais aussi écrire... Donc un parrain familial? Oui, un parrain familial. C'est quoi l'intérêt d'avoir ce parrain familial quand on est membre de la famille qui travaille dans l'entreprise? Ouais, c'est l'idée d'être un peu moins seul, parce que d'un coup d'un seul, la charge mentale est quand même assez importante. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules, et ça, c'est pas forcément écrit dans le contrat de travail. Tu veux dire vis-à-vis des employés, des autres collaborateurs qui sont non familiaux? Vis-à-vis des autres collaborateurs, vis-à-vis des autres actionnaires, des autres familiaux qui vous regardent, qui attendent beaucoup, pas forcément en termes de dividendes, parce qu'en l'occurrence, c'est pas le cas, mais en termes de redirection de la boîte, de gestion. Donc c'est une lourde responsabilité. Accompagner et puis expliquer,
personnellement, j'ai pris conscience à quel point, alors mon nom, c'est pas le cas, mais mon cousin qui est éponyme, c'est compliqué parce qu'on porte un discours, et on mesure pas, toute la partie, on va dire, hem, invisible, qui est liée à notre nom, au fait qu'on est actionnaire et membre, de la famille. En fait, on s'exprime, je m'exprime chez Picoty comme je m'exprimais, dans mes boîtes précédentes, mais c'est pas du tout perçu de la même manière. Donc c'est arriver à comprendre ça, le rôle, enfin l'exemplarité, les valeurs qui sont attendues, voilà, indéniablement, on n'attend pas de nous complètement la même chose que. Les collaborateurs de l'entreprise, quand ils vous voient arriver les uns et les autres, ils sont contents, ils sont stressés, ils sont inquiets, ils se disent que c'est une opportunité d'évolution qui leur est passée sous le nez. C'est quoi la dynamique? Certainement qu'il y a un peu de tout ça. Je crois qu'ils sont contents de voir que la relève, est assurée. Donc c'est très galvanisant, stimulant. Ils sont un peu au spectacle, hein. Il y a probablement un peu de, comment dire? D'excitation ou de voyeurisme peut-être par rapport à ce qui se joue dans la famille, voilà, ils sont au spectacle. Mais aussi, il y a pas mal d'inquiétudes sur, est-ce que les jeunes seront capables? Parce que pour le coup, on n'avance pas avec une idée de continuer le business as usual. En plus, on a envie de vraiment monter une marche, de devenir une entreprise, responsable, contributive. Donc la marche est haute et ils se disent: «Voilà, est-ce qu'ils en sont, capables?» Voilà, je pense on est très regardés et il y a un socle de confiance qui est créé aussi beaucoup en termes de passation par la génération, en place au pouvoir aujourd'hui, qui crée cette réassurance, qui crée voilà, cette passation, dans les faits. Il y a beaucoup de proximité, même si mon discours, on va dire de RSE, dans l'entreprise est parfois un peu difficile à entendre sur la redirection écologique. Il est quand même adoubé par les anciens et voilà, c'est important, d'avoir un petit peu ce trait d'union. Je comprends. Comment les actionnaires familiaux, justement, se positionnent, ceux qui ne sont pas dans l'entreprise, se positionnent par rapport à ces enjeux environnementaux? Ils poussent plus fort, ils vous font confiance, ils trouvent que ça ne va pas assez vite. Quelle dynamique ça crée entre les En actionnaires? fait, ça va jamais assez vite, enfin même pour moi, hein. Moi, on me dit: «Ralentis tous les jours», mais globalement, je trouve que ça va pas assez vite. Donc c'est le rythme à trouver entre le temps long et le temps du business court terme. Évidemment, moi, mes messages, RSE sont beaucoup moins audibles, quand on nous demande de vendre à perte, comme ça a été le cas, récemment. Voilà, ça brouille le message, ça crée beaucoup de diversion, de panique, d'anxiété par rapport à l'avenir du business. Donc voilà, ce discours est difficile. Mais globalement, je trouve les actionnaires très bienveillants. Nos cousins ont évidemment, ils sont très curieux. Pour le coup, ça c'est chouette, hein, parce que quand il y a 3 ans, on a commencé à travailler le sujet du conseil de famille, on avait des cousins qui habitaient un peu partout dans le monde et on a beau dire issus de 3 branches différentes, avec des éducations différentes, élevés dans des milieux différents. La souterraine, c'est un milieu rural. Il y en a qui ont grandi plutôt dans des mondes très, très urbains, plutôt très modernes en termes de méthodes, on va dire, collaboratives, et cetera. Et donc, ils sont parfois un peu surpris de comment ça se passe. Moi la première quand je suis revenue dans l'entreprise, mais bienveillants, patients. Ils sont exigeants aussi, c'est-à-dire qu'ils nous demandent de plus en plus de comptes. Ils essayent de comprendre. Ça ne se traduit pas forcément dans les chiffres, mais ils ont besoin d'avoir confiance dans le projet de transformation. Donc, ça, donc beaucoup de dialogue. Il y a beaucoup plus de discussions qu'il y avait avant. Donc, l'aspect un peu compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de discussions familiales qui finalement se retrouvent avec des discussions d'entreprise. Mais voilà, c'est, c'est chouette, il y a un vrai dialogue. Il y a un vrai dialogue qui crée de l'unité, de la confiance. Qu'est-ce qui a
Qu'est-ce qui a permis ce shift? C'est tout le travail que vous avez fait sur le conseil de Indéniablement. famille, Ah ouais. le conseil de surveillance. Ça se passe où finalement Ça se passe, si tu me parles du cercle actionnaire, ça se passe essentiellement, enfin de la confiance des actionnaires, ça se passe essentiellement au conseil de famille. Parce que le conseil de surveillance, comme son nom l'indique, il est plutôt là en mode surveillance de la gestion et des plans de l'entreprise. Mais la confiance de l'actionnaire, elle se gagne vraiment dans les moments conviviaux, familiaux. Voilà. Donc on essaye de ne pas confondre les cercles, mais ça reste toujours compliqué dans une entreprise familiale. Mais c'est aussi ce qui en fait le côté super excitant, passionnant de l'entreprise familiale. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui rallie aussi tous les collaborateurs de l'entreprise qui ne sont pas familiaux. C'est galvanisant finalement cette aventure. Comment tu les rassembles, ces familiaux? Parce que du coup, s'ils sont dispersés, comme tu le disais, donc le centre historique, mais aujourd'hui qui reste, tu l'as dit, le cœur de l'entreprise, c'est la souterraine. Ils viennent, vous faites ça en visio, c'est quoi la dynamique? Alors, pendant le Covid, on a testé la visio. Alors, c'est chouette pour les réunions de bureau du conseil de famille, mais ça nourrit pas l'affectio familiae au niveau. Là, on a récemment eu un week-end tous les familiaux. C'est absolument génial. On en revient tous remplis nourris déjà d'amour, de fraternité et voilà, de confiance en l'avenir. Et voilà, ce qui se crée finalement en dehors de l'entreprise, ce socle d'unité familiale, nous rend plus forts au sein de l'entreprise. Donc, on se retrouve régulièrement, au moins 2 week-ends dans l'année. Ok. Un autour de l'assemblée générale, évidemment, mais aussi un au cours de l'hiver, où on fait des réunions de formation d'actionnaires et puis après on essaye assez rapidement de tourner la casquette pour, d'ailleurs les bambins, les petits-enfants nous le rappellent régulièrement parce que ça court partout, même en réunion, ou en formation, donc ça c'est chouette. Heu, voilà, donc la génération 5 est là, elle entend, elle écoute comme moi je l'ai fait quand j'étais petite et puis, avec, le rêve, qu'effectivement, le projet d'entreprise, intéresse la G5, dans 20 ans. On a parlé d'impact environnemental et pour le coup, c'est extrêmement lié à votre métier, votre industrie et tous les enjeux de transition que vous avez devant vous. Mais on dit aussi souvent que les entreprises familiales, elles ont un impact sociétal et souvent elles ont un impact très fort dans leur territoire. Est-ce que toi, tu peux nous partager, pour les territoires dans lesquels vous avez un ancrage fort, euh, ce que vous faites, comment vous êtes vu, est-ce que vous avez des actions philanthropiques, est-ce que vous faites du mécénat, est-ce que vous accompagnez des projets particuliers qui vont au-delà de votre métier actuel? Alors sur le pilier sociétal, on a un ancrage territorial très fort parce qu'on s'est construit, comme je te disais tout à l'heure, sur des rachats d'entreprises. On a grandi par croissance externe et avec une volonté très particulière à Picoty, c'est cette volonté de laisser la liberté aux entrepreneurs, donc aux gérants de ces filiales. Donc on a eu à une époque une cinquantaine de filiales, aujourd'hui 25 filiales de distribution, et puis quelques filiales de diversification aussi, avec des patrons chez eux, donc parfois un peu avec des problématiques de baronnie locale, mais par contre des vrais des ancrages territoriaux très forts. Donc c'est Picoty, c'est des antennes, on va dire, très caractéristiques de Picoty localement. Ils sont très connectés à leurs clients avec une forte fidélité client. Donc ça, c'est sur la partie business. On essaye de nourrir ça, nourrir ce pilier sociétal par la connexion aux collectivités, aux parties prenantes, clients, partenaires, fournisseurs, essayer de bosser localement, toujours. Donc ça, c'est quelque chose qui nous caractérise dans le groupe et on essaye de poursuivre ça absolument. Et sur, peut-être, à côté de ça, effectivement, sur la philanthropie, on a créé un fonds de dotation, Picoty, début 2021, qui est un véritable levier pour moi. Alors, c'est marrant parce que je suis devenue présidente de ce fonds de dotation Picoty, 1 an avant de rentrer, chez Picoty et pour être totalement honnête, c'était pas du tout dans les plans encore, mais comme quoi il y a des choses qui se passent, dans l'inconscient. On a créé ensuite le poste de RSE chez Picoty.
Mais c'est un véritable levier d'engagement des collaborateurs et des citoyens autour de ce qui nous anime dans ce fonds de dotation Picoty. Donc il est exclusivement doté par Picoty aujourd'hui, avec un gros budget qui consiste à soutenir des associations avec un fort impact environnemental et social. Donc on a choisi de soutenir des associations dans le monde de l'éducation, au service du développement humain, l'accès à l'énergie aussi par rapport à notre métier, et puis aussi la protection de l'environnement. Donc on soutient des associations dans ce cadre-là. Et ça me permet, avec ma casquette de directrice de la transition et du développement durable, de fédérer les collaborateurs autour d'actions, d'engagements citoyens, des collaborateurs, mais aussi de nos parties prenantes, autour de ces projets-là. Donc c'est un beau projet et là aussi c'est très fédérateur. Donc on crée aussi le socle, ça illustre en pratique finalement les valeurs de la famille et de l'entreprise familiale. C'est vrai, ce que tu décris souvent, on décrit les entreprises avec le premier capital qui est le capital financier, mais les entreprises familiales en portent trois autres. Il y a le capital humain qui est incarné par leurs actionnaires familiaux, mais aussi par toutes leurs équipes et leurs collaborateurs. Et souvent, vous avez plus de mémoire qu'une entreprise cotée, non familiale, des gens qui étaient là au début et qui vous ont accompagné dans votre développement. Et puis, il y a le capital sociétal, celui que tu viens de décrire, et puis un capital réputationnel qui est lié aussi à votre ancrage et puis à votre réputation, mais aussi pour les familiaux, au nom que vous portez. Si on va à la souterraine aujourd'hui et qu'on cherche un Picoty ou qu'on parle de Picoty, ça représente quoi pour cette petite ville Je pense qu'on est un acteur économique très important sur le territoire. D'ailleurs, on s'est posé la question à l'époque de déménager le siège social pour arriver à attirer des talents dans les nouveaux métiers. Mais on a conclu au fait que c'était pas possible, qu'il valait mieux être un gros acteur dans un monde rural qui a peu d'acteurs économiques sur son territoire, et donc être un acteur important, plutôt qu'être noyé dans la masse des mastodontes de l'énergie et d'autres dans des grandes agglomérations, quoi. Donc chez Picoty, enfin, en Creuse, je pense que Picoty, c'est important. Et j'ajouterais à tes propos aussi le pilier social est très fort chez Picoty. On a des salariés qui fêtent 20, 30, 40 ans d'ancienneté. Ça se fait plus de nos jours. Et on est très fiers de célébrer ça à chaque fois. On est très reconnaissant envers les collaborateurs de l'entreprise qu'on crée et contribué à la réussite de Picoty. Et on a aussi un devoir de les rassurer par rapport à l'avenir, parce que globalement, dans la société avec un grand S, ce nouveau monde est relativement anxiogène, mais les rassurer sur le fait ils seront tout aussi compétents demain sur de nouveaux métiers, dans de nouveaux domaines, et qu'on va les accompagner dans ce changement de métier. Donc c'est les rassurer, c'est régulièrement être reconnaissant envers eux, ce que la direction fait très bien de tout temps. Enfin, on l'a appris de nos ancêtres. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Et puis de construire l'avenir dans une certaine continuité, voilà, qu'on sente une rupture peut-être dans le business model, mais pas une rupture dans l'ancrage social, territorial de Picoty. Je comprends. On arrive à la fin de notre entretien, Caroline, et j'aurais encore te poser deux questions. Si cette entreprise familiale était un membre de la famille, et c'est souvent décrit par les familiaux, les actionnaires familiaux, comme pas simplement une entreprise, mais un truc, un machin, quelque chose qui prend beaucoup de place. Et parfois, c'est décrit comme un membre de la famille. Et donc, je voulais te faire jouer cet exercice. Si Picoty, c'était un membre de ta famille, aujourd'hui, ce serait qui, en fait? Il incarnerait qui ou quel type de personne? C'est pas obligé d'être quelqu'un qui existe aujourd'hui dans ta famille. Écoute, à mes yeux, aujourd'hui, ça m'est très personnel, hein, parce que plein de familiaux te diraient peut-être autre chose, mais pour moi, c'est mon grand-père, Guy Picoty.
tu décrivais ce truc un peu invisible qui fait que c'est plus fort que moi. Je reviens à l'entreprise pour honorer cet héritage. C'est mon grand-père, Guy Picotti, indéniablement. C'est pour lui que j'ai l'impression de faire tout ça. Et donc, c'est quoi le lien ou qu'est-ce qu'il incarnait qui vous rassemble ou qui vous unit encore aujourd'hui? Le patriarche, l'amour des autres, la fonction sociale de l'entreprise, le côté visionnaire, combatif, le courage, le travail. Voilà, c'est ce qui l'incarne chez moi en tout cas. Génial. Je voudrais te projeter maintenant dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent. Il sera temps pour toi de transmettre aussi et de passer à autre chose. Et c'est pour ça que je te projette là, justement. Il s'est passé quoi dans les 20 ans qui viennent pour l'entreprise ou pour la famille? Écoute, si dans 20 ans on devait caractériser ce qui s'est passé les 20 dernières années, je rêve qu'on écrive que Picotti a réussi sa transition énergétique en réussissant la transition énergétique de ses clients, qu'on a été un véritable guide et partenaire de la transition des clients, et idéalement que le projet d'entreprise séduise la génération 5 qui serait arrivée, si elle n'est pas au pouvoir, en tout cas en devenir. Voilà, donc, si l'entreprise, si on a réussi cette transformation-là de la boîte dans les 20 ans qui viennent, en tout cas, c'est comme ça qu'on écrit le projet, c'est qu'elle aura du sens pour la G5 et qu'on aura réussi le pari de la redirection écologique, qu'on aura remis au centre, compter ce qui compte vraiment, remis l'humain et l'environnement, la nature au centre, rendu à la nature ce qu'on lui a volé, devenir le plus possible régénératif et un truc qu'on a du mal à faire chez Picotti aujourd'hui, qui est culturellement pas très ancré, parce qu'on a toujours été dans une course au volume, à la marge, c'est revenir à l'essentiel, à l'essentialité du besoin énergétique, si j'ose dire. Voilà, donc si on a réussi ça dans 20 ans, je pense qu'on arrivera à intéresser les générations futures. Pourquoi c'est si important de passer à la prochaine génération? J'ai envie de dire que c'est à peu près le seul but. Je sais pas. Je pourrais te poser la question différemment. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de G5 dans l'entreprise? Bon, au moins, on aura bien préparé la transformation. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça sera un regret. Ouais. On le fait pour transmettre vraiment la passion d'entreprendre. Après, c'est un outil comme un autre. Ça ne sera pas grave, mais humainement, ça sera probablement un échec. Ça serait considéré comme un échec. Ouais. Et donc, du coup, tu sens que toute la famille porte ça. C'est-à-dire que, en fait, le sentiment que j'ai quand je parle avec toi, c'est que c'est aussi, voire plus important que cette transition énergétique, que cette entreprise reste familiale. Ouais, mais alors c'est pas qu'elle reste familiale, c'est qu'elle intéresse la génération 5, finalement, ça voudrait dire qu'elle a réussi son pari de transformation. Et si elle intéresse la G5, ça veut dire qu'aussi elle répond aux besoins des générations futures de la société plus globalement. Donc c'est sûr que ça reste une passation, un héritage personnel que j'ai envie de transmettre me concernant. Maintenant, ce ne sera pas grave. En l'occurrence, mes enfants, pour l'instant, ne s'y intéressent pas. Ils sont en âge de faire leurs études, et l'une dans la restauration et l'autre, effectivement, dans le commerce, mais plutôt dans le monde de la start-up. Rien ne les prédestine aujourd'hui en termes d'activité, mais peut-être que comme moi, ça les rattrapera. Mais il faudra que ce soit un choix. Et en l'occurrence, moi, ça a été un choix éclairé. Il ne faut pas qu'ils portent une responsabilité, une charge. Donc voilà, il faut que ça se fasse de façon choisie pour un projet. Est-ce que ça pourrait venir des conjoints? On en a parlé tout à l'heure et finalement, je ne t'ai pas posé la question.
souvent ce sujet de la place des conjoints dans les familles entrepreneuriales. Et pour certaines, ils ne peuvent pas être actionnaires, pour d'autres, ils peuvent pas travailler dans l'entreprise, pour d'autres, ils peuvent travailler dans l'entreprise mais ne peuvent pas être actionnaires. C'est quoi votre histoire sur ce sujet-là? Alors, chez nous, les conjoints ne peuvent pas être actionnaires. Aujourd'hui, en tout cas, à date telle que c'est écrit. Par contre, ils sont très présents, notamment au conseil de famille. Ils sont également présents dans le cercle entreprise. Donc, ça pourrait passer par les conjoints, en fait, toutes ces questions d'envie et de compétences. Quand je regarde d'autres entreprises familiales, il y en a qui gèrent ça très bien, donc pourquoi pas? Ça reste totalement ouvert. Génial. Caroline, merci pour tout cet échange et l'explication de l'histoire de ta famille. On lui souhaite de passer la génération 5 et de réussir sa transition. Merci, Julien. Et je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de Génération Impact.